Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct, à la radio et à la télévision. Issa Abdou, il est là, il est avec nous, avec lui on va parler du conseil départemental. Issa Abdou, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, j'ai réussi à contourner la grande rivière de Niambadao pour être avec vous parce que c'est un bonheur et un plaisir à chaque fois. Dans quelques instants après vous, on va recevoir Dr Léo avec son fauteuil roulant. Il a fait le tour de Mayotte, ça a fait un tabac et là il se prépare effectivement à monter au Mont Chungi. C'est des opérations qu'il faut encourager? Naturellement. On a été là avec la MDPH notamment pour l'accompagner pour ce qui est de son tour de l'île en fauteuil roulant parce que ça participe au fond aux actions de sensibilisation que nous soutenons, que nous cautionnons au niveau du conseil départemental. Comment peut-il en être autrement? Nous sommes en charge de ces questions-là. Nous sommes les chefs de file de l'action sociale et du handicap sur le territoire, donc il ne peut pas en être autrement. On se bagarre, comme je le disais tout à l'heure en coulisses, pour qu'il y ait extension à Mayotte de tous les dispositifs permettant à ce que ce public-là, fragile, puisse vivre dignement, simplement. Forcément. Le social, parlons-en, parce que c'est un peu votre domaine. À quoi va ressembler cette année 2018? En 2017, vous avez obtenu beaucoup d'argent, beaucoup de fonds. Rien non plus d'extraordinaire, hein, mais 80 millions quand même. Hein. Voilà, oui, mais c'est aussi beaucoup de rattrapage. Est-ce que vous savez aujourd'hui comment ça va être utilisé, ces fonds, et qu'est-ce qu'il va y avoir dès 2018? Peut-être un bémol quand même. Rattrapage, oui, mais il fallait le chercher. Mais complètement, non, mais pas. Je le dis parce que c'est un débat qu'on a sûr. souvent et c'est vrai que les PMI, comme l'aide sociale à l'enfance, ont été transférés chez nous sans les moyens qui vont avec. Et c'est vrai que c'est depuis 2006 quand même. Et il a fallu qu'on aille chercher ça. Je dis pas ça pour me jeter des fleurs moi spécialement parce que c'est d'abord une équipe derrière. Mais c'est vrai que nous avons enfin cette compensation à la fois en 2006 pour l'aide sociale à l'enfance, 62 millions d'euros. Et puis, vous l'avez rappelé tout à l'heure, 180 millions pour ce qui est de la PMI en 2017. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est des moyens nouveaux que nous avons réclamés, nous les avons, maintenant il faut en faire bon usage. Et je suis heureux de vous dire que pour ce qui est de l'action sociale, l'aide sociale à l'enfance, pardon, nous sommes à la 1 depuis cette compensation. Et donc, on peut se poser la question, parce que nous avons budgétisé l'année dernière pour le budget annexe, parce que nous avons mis en place un budget annexe, 15 millions d'euros, un budget de dépenses de fonctionnement. Nous sommes à ce jour, à un moment où je vous parle, à 11 millions d'exécutés, soit un taux d'exécution d'à peu près 70%. Pardon. Et qu'avons-nous fait? C'est essentiellement asseoir l'organigramme de l'aide de la DGA Enfance et Famille, qui est là aussi quelque chose d'inédit, parce que nous avons voulu montrer des signes très forts pour qu'on voit bien ceux qui nous accompagnent et nous observent, vous voyez bien que l'enfance est une question importante et de la même manière, eh bien, des moyens matériels et humains, c'est ainsi que... ça ne coûte pas 170 millions pour mettre en place un organigramme. Ça, c'est l'étape numéro 1. D'abord, s'asseoir, se créer les conditions, être outillé pour... Étape numéro 2, après pouvoir réaliser tout ce qu'il faut. Et donc, c'est un recrutement très important que nous avons fait en termes de travailleurs sociaux. Ce sont des véhicules qui vont bientôt arriver. Les marchés publics ont ceci de particulier, c'est que ça prend un peu de temps, mais la balle est lancée et c'est bientôt une réalité. Au-delà de ça, c'est faire en sorte qu'on consolide les familles d'accueil qui étaient le seul mode de placement jusqu'ici. On est aujourd'hui à une centaine de familles d'accueil. Étape numéro 2, c'est les tiers dignes de confiance pour qu'on montre bien qu'il n'y a pas que ça comme mode de placement. Et donc les tiers dignes de confiance montent en puissance. Et puis... C'est quoi ça exactement? Parce que ça reste le même principe que les familles d'accueil. Non, à ceci près, c'est que les familles d'accueil, c'est un salaire. Les tiers dignes de confiance, comme son nom l'indique, il faut être digne de confiance. Ce n'est pas des familles d'accueil avec un traitement salarial au bout. C'est une indemnité. Et puis le placement est décidé en accord avec le juge. Montants? Non, justement, parce que les familles d'accueil, c'est salaire normal d'un fonctionnaire, alors que le tiers digne de confiance, c'est un forfait, une indemnité fixée par délibération que nous avons prise, qui est de quelques centaines d'euros. Mais l'essentiel, une fois qu'on a dit ça, c'est vraiment, c'est pas tant le salaire, mais c'est parce qu'on a considéré à un moment donné que l'intérêt de l'enfant était garanti avec quelqu'un
proche, digne de confiance, qu'on va placer en accord avec le juge une fois qu'on aura considéré que les conditions sont réunies. Mais donc voilà, ça c'est quelque chose de nouveau que nous avons mis en place. Et puis, depuis la semaine dernière, nous avons été dans un jury, nous avons décidé, mais je ne peux pas en dire plus, un prestataire qui va piloter à notre nom l'AMO. L'AMO, c'est quoi? C'est l'activité éducative en milieu ouvert. C'est une première là aussi. Vous voyez, dans le social, on a fait un grand exemple concret. L'activité éducative dans... Ce sont 400 mesures que nous allons mettre en place dès le début d'année, là, au mois de janvier. L'idée consiste à retenir une structure, nous l'avons déjà fait, même s'il faut la notification officielle, pour qu'elle mette en place des actions, comme son nom l'indique, éducatives en milieu ouvert, pour que là aussi, ça ne soit pas que le placement en milieu familial, en famille d'accueil, qui soit... donnez-nous un exemple de ce que c'est une action de ce style. C'est quoi? Une structure prend en charge des enfants et va développer toute la journée des activités ludiques, en tout cas en milieu ouvert, pour que, in fine, on arrive à canaliser cette énergie, à les occuper. Peut être du sport, ça peut être du sport, mais voilà. Et vous voyez bien qu'on est là au-delà de simple fait d'être en famille et d'être pris en charge par une famille, même s'il y a aussi là des vertus, mais on va aller plus loin. Et donc, résultat des courses, c'est parce que ça, il faut le dire quand même, si on se fie à David Guyot et son chiffre de 3000 mineurs isolés sur le territoire, en réalité, on peut y revenir là-dessus, nous pensons qu'il y en a beaucoup plus, mais il faut bien se fier sur un chiffre. De 6 000 à 10 000. Exactement, c'est tout le problème du recensement d'ailleurs. On peut dire, mais lorsqu'on n'a pas les outils suffisants pour mesurer avec exactitude ce qu'il en est, on en est là. Raison pour laquelle d'ailleurs nous travaillons pour que l'OPEMA et l'OMI, l'OPEMA c'est l'Observatoire pour la protection de l'enfance, et l'OMI qui est piloté par le préfet, fusionnent pour que là aussi on ait cette visibilité exacte, si j'ose dire, pour que précise en tout cas. Précise. Et donc, mais ça, 400 enfants pris en charge par une centaine de familles d'accueil, à raison même, et ça c'est la loi qui le dit, 3 enfants par famille, 4 par dérogation, grand maximum. Lorsque vous faites 4 enfants par 100, la multiplication vous donne à peu près un chiffre de 400 enfants pris en charge par les familles d'accueil. Il en manque encore. Il en manque encore, mais l'AMO, 400 mesures, vous voyez bien, on est à 800. Si vous ajoutez à cela les tiers dignes de confiance, allez, on tourne autour de 1000 enfants pris en charge. Il en reste toujours 2000 si on se fie à ce fameux chiffre, au bas mot. Et on voit bien que les choses avancent pas suffisamment vite comme on le souhaiterait. Mais ça va dans le bon sens et on arrive de tellement loin. Mais là aussi, il y a des conditions pour qu'on arrive à bout de la démarche et de cette prise en charge. On peut y revenir sur les conditions, notamment pour que l'État joue sa partition, pour qu'il n'y en ait pas d'autres tous les jours, mais surtout qu'on fasse en sorte que ces mêmes enfants qui sont ici, eh bien, que ça ne soit pas une fatalité, ils puissent circuler sur tout le territoire national, parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, et il faut le dire fortement, ces enfants-là, eh bien, sont condamnés à rester à Mayotte. Et quand un territoire aussi petit comme le nôtre, avec les moyens modestes, même si c'est vrai, on a eu cette compensation, on voit bien que c'est pas évident. Pourquoi vous n'osez pas le dire, Issa Abdou? Ces enfants sont issus de l'immigration ou pas? Est-ce que c'est des enfants... Oui, pour l'essentiel. Pour l'essentiel, on a des chiffres très exacts là-dessus. Pour l'essentiel, viennent des Comores, mais depuis peu, on observe un autre phénomène qui est des Grands Lacs, pour des raisons liées à la guerre notamment. Eh bien, nous accueillons, nous faisons ces mises à l'abri. Mais là aussi, il faut dire une chose, c'est que ça rend compliqué notre tâche, parce que l'esprit de la loi de 2007, Patrick Mian, dit la chose suivante: l'intérêt supérieur de l'enfant est que cet enfant-là retrouve sa famille biologique. À Mayotte, pour les raisons que je viens d'indiquer, du fait même qu'elle est reconduite à la frontière, eh bien, ces enfants-là, impossible pour nous d'organiser le retour de l'enfant vers sa famille biologique. Résultat des courses, nous nous retrouvons à nous occuper d'une manière ad vitam aeternam à ces enfants-là. Et ce n'est pas du tout l'esprit de la loi. C'est pas du tout l'esprit de la loi, et c'est pas sans conséquence, parce que pendant ce temps-là, on ne fait pas la parentalité qui est un élément fort de l'aide sociale à l'enfance, mais pire, on se retrouve avec ces enfants-là d'une manière, comme je l'ai dit tout à l'heure, éternelle. Et c'est pas normal. On va donner la parole à Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, qui a une question à vous poser. Ouais, la problématique des mineurs isolés touche aussi la métropole, mais en métropole, le droit commun
met en place une batterie de mesures qui coûte environ chaque année par enfant et au département, entre 25 000 et 35 000 euros. Si on appliquait ce chiffre à Mayotte, vous devriez financer, à hauteur de 3 000 mineurs isolés, 90 millions d'euros par an. On en est très loin avec 15 millions d'euros de compensation aujourd'hui. On en est très loin, raison pour laquelle nous restons très lucides. Ça va dans le bon sens, les lignes bougent doucement mais sûrement, raison pour laquelle là aussi nous faisons, parce qu'il faut montrer des gages, là aussi qu'on sait faire bon usage de ce qui a été acté et admis, mais au-delà de ça, nous réclamons d'autres moyens parce que, ne serait-ce que parce que les chiffres sont faussés, comme on l'a dit tout à l'heure, comme on peut le penser, et donc c'est un combat de tous les jours, de tous les instants, et c'est pour ça qu'on se bagarre tous les matins, pour que là aussi on obtienne des moyens colossaux pour vraiment faire face au phénomène. On a entendu parler en tout cas au Parlement pendant la discussion du PLF 2018 de la solidarité nationale pour les mineurs isolés. C'est-à-dire qu'il s'agirait d'envoyer des mineurs isolés dans d'autres départements français. C'est ce que nous réclamons à corps et à cri, c'est ce que je viens d'indiquer tout à l'heure. La circulaire Taubira de 2013, c'est exactement ça. Issue elle-même d'une revendication de Claude Barthelone, alors président du 9-3, la Seine-Saint-Denis, qui est un territoire toute proportion gardée, et qui est très touché par le phénomène des enfants isolés, eh bien, avait Claude Barthelone dit à l'époque, mais attendez, moi, président du 9-3, eh bien, je ne suis pas capable de prendre en charge tous ces enfants-là. Ils n'étaient pas 3000. Hein. Et donc, résultat des courses, la circulaire Taubira a vu le jour pour dire que la solidarité nationale doit jouer concrètement. Il faut dispatcher ces enfants-là sur tout le territoire national. Et étonnamment, cette circulaire, alors même que nous sommes le territoire avec la Guyane le plus touché par le phénomène, exclut Mayotte. Cherchez l'erreur. Oui. Issa Abdou, vous êtes un homme politique, alors on va parler un peu politique, il nous reste quelques minutes, 3-4 minutes. Quelle est l'ambiance aujourd'hui au conseil départemental entre les élus? Est-ce que ça va? Est-ce que tout va bien? Est-ce qu'il peut y avoir des changements en 2018? On a vu qu'il y avait déjà quelques petits mouvements, il y a les cantonales qui se trament à l'horizon, on le sent bien. Quelle est l'ambiance aujourd'hui au sein des élus? Concentré sur la mission qui est la nôtre. Je pense qu'il faut, c'est un mandat jusqu'à nouvel ordre qui s'étale jusqu'en 2021. On attend, le président de la République a expliqué qu'à l'issue des assises au mois de juin, il y aura une navette législative qui va sanctionner et tenir compte des besoins des territoires. Nous avons prôné pour qu'il y ait toilettage institutionnel et donc un mode de scrutin régional là aussi. Donc, mais en même temps, nous sommes concentrés sur les objectifs qui sont les nôtres. En tout cas, nous, au niveau de l'action sociale, on n'a pas une minute à perdre, vous l'avez bien remarqué. Donc, on est concentré sur ça parce que nous serons jugés sur ça. Le moment de la politique arrivera. Il y a un moment pour la campagne et un moment pour agir. Et vraiment, l'état d'esprit qui est le mien, et c'est, je crois savoir, c'est lui aussi de mes collègues, c'est une mobilisation. Mayotte mérite vraiment qu'on s'y mobilise jusqu'au bout. Après, on fera les comptes après, mais c'est vraiment ça qui nous anime aujourd'hui. Pour conclure, mercredi, il va y avoir une élection au CHM. Ouais. Le président du conseil de surveillance, je crois que c'est ça, le président du conseil de surveillance, est Tani aujourd'hui. On parle... Comment? Démissionnaire. Il a démissionné. Oui, c'est ça. Mais bon, jusqu'à maintenant, c'était lui. On parle de vous pour le remplacer. Info, intox? Vous en savez des choses? Non, mais comment dire? Il y aura une élection mercredi. Ah, une élection, on sait comment ça se passe. Non, mais c'est comme ça. Oui. Ça se respecte, ça. Il pourrait y avoir d'autres candidatures. Moi, je suis candidat pour ce qui me concerne parce que je considère que le CHM, là aussi, les lignes doivent bouger. Et puis, c'est une cohérence par rapport à ce que je fais au niveau du conseil départemental. Je vous rappelle quand même que je suis en charge de l'action sociale et de la santé. Et donc, il y aurait cette cohérence-là. Et puis, on a une vraie vision là aussi pour les PMI qui pourrait là aussi... En tout cas, il y a une cohérence que vous soyez président. Il y a une vraie cohérence par rapport à la... Oui, mais on n'en est pas là. Attendons de voir ce que ça deviendra du scrutin le mercredi, puis après on en reparle. Mais je peux juste vous dire. On en reparle, moi je suis prêt à en reparler. Moi je mets un billet, c'est sûr. On verra. On aura l'occasion d'en reparler. Coupure de courant, non. Voilà. C'est Samuel pour conclure très très rapidement. On est à la bourre. Oui, vous parliez des PME à l'instant. Vous avez emporté une compensation de 120 millions d'euros de la part de l'État. C'est un remboursement depuis 2009, mais ce sont 3 versements de 35 millions d'euros. Vous vous battez pour que ce ne soit pas 3 versements, mais que ce soit accéléré. Est-ce que vous avez eu des avancées sur le sujet?
Pas encore, mais j'ai fait un écrit, j'ai été reçu au ministère des Outre-mer et j'ai défendu cela parce que l'idée même du protocole que le président Sobahadine a signé avec la ministre, c'était un versement en une fois. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est ce qui nous permet de dire avec exactitude là aussi que voilà, ça y est, c'est acquis. Personne ne sait ce qui va devenir de l'actuel gouvernement qui a décidé ça demain. Et que est-ce que demain, dans les arbitrages de Bercy, on ne pourrait pas nous faire un faire à l'envers. Voilà, donc on est prudent, on va dire ça comme ça. Merci. C'est pas du tout. Et au-delà de ça, est-ce qu'il n'y a pas une présomption au fond d'usage ou de non-usage de ces fonds-là à l'adresse de ce qui était convenu à la base et de son fléchage? C'est des questions qu'on se pose et on a envie de dire à nos interlocuteurs qui peuvent nous faire confiance et que ce n'est pas la peine d'étaler ça sur 3 ans parce qu'on l'a démontré avec l'aide sociale à l'enfance qu'on sait utiliser les fonds et que là aussi il y a une convention qu'on va signer. Cette convention donne les gages, balise bien la procédure et donne au fond les responsabilités de chacun des partis pour que là aussi chacun respecte ses engagements. Monsieur le vice-président, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Mon petit doigt me dit que d'ici jeudi matin, on aura l'occasion de reparler de vous, peut-être même en tant que président. Chut, il ne faut pas le dire, c'est à personne. Hein. On est au courant de rien. Voilà. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.